On va installer cette fameuse antenne 4G sur le toit du van. On va trouver bien sûr l'antenne en elle-même. Et enfin, bien évidemment, le routeur en lui-même qui est extrêmement compact et vraiment très léger. Soit en Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet qui va pouvoir être connecté sur un PC portable par exemple. On alimente tout ça, binge! En tous les cas, la Wi-Fi ça marche, trop content. Eh bien, je suis globalement assez satisfait des tests que j'ai pu faire ici en pleine nature. Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la suite de l'aménagement de mon petit van Manuka. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution que j'ai trouvée la plus adaptée pour capter la 4G et Internet à l'intérieur du van. Mais attention, la 4G c'est un domaine très complexe et je n'ai aucunement l'intention ici de parler de théorie pendant 20 minutes. Néanmoins, je vais aborder avec vous les points essentiels qui ont guidé ma recherche de solutions. Commençons par le commencement. Quel est l'intérêt d'installer une antenne sur le toit d'un van et un routeur à l'intérieur pour amplifier le signal, alors qu'on peut très bien travailler en partage de connexion à partir d'un smartphone? On l'a tous fait. Et bien le premier intérêt déjà, c'est d'éviter de griller la batterie du smartphone, parce que ça, quand ça partage la connexion, ça chauffe dur. La deuxième chose, c'est le DAS, débit d'absorption spécifique. C'est l'énergie des ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain. Et lorsqu'on fait un partage de connexion à l'intérieur d'un van, c'est pas très bon pour la santé, parce que ça a tendance à rebondir à l'intérieur de la carrosserie. Autre phénomène, le véhicule agit comme une cage de Faraday, ce qui fait que les ondes rentrent moins bien à l'intérieur et ça dégrade la qualité des débits. L'objectif, c'est donc d'obtenir une connexion plus stable avec moins de décrochage réseau, surtout quand on fait du streaming, du gaming, des lives. Bref, profiter de plus de débit dans plus de zones. Gagner une petite barre, c'est toujours bon à prendre. Et s'il était besoin de le rappeler, je vais bien faire la différence ici entre la Wi-Fi et la 4G. La Wi-Fi, c'est un signal provenant d'un hotspot public comme un café, un hôtel, un restaurant, un office du tourisme ou privé, c'est-à-dire l'habitation d'une personne par exemple. Mais le gros inconvénient de la Wi-Fi, c'est qu'elle est de faible portée. Dès qu'on s'éloigne du hotspot, on capte plus rien. Autre inconvénient, ces hotspots sont généralement disponibles en agglomération. Et dans mon cas, ça m'intéresse pas tellement de capter la Wi-Fi parce que j'ai plutôt envie d'aller me planter dans des zones qui sont plutôt isolées. Parlons maintenant un petit peu de la 4G. On parle de 4G LTE, Long Term Evolution. C'est une évolution des normes de téléphonie mobile et de réseau 4G qui va nous permettre à terme d'évoluer vers la 5G. C'est un petit peu comme quand on est passé du DVD au Blu-ray. Bref, on nous promet des débits jusqu'à 150 mégabits par seconde. Quoi qu'il en soit, si vous commandez une antenne et un routeur, surtout vérifiez qu'ils sont bien compatibles LTE. Parlons de l'antenne maintenant, et volontairement je vais schématiser un petit peu. La 4G, la 5G, c'est une onde qui circule à une certaine fréquence qu'on exprime en mégahertz. Les fréquences élevées, on les trouve généralement en ville. Ça permet de faire transiter des gros volumes de données. Par contre, la portée est assez réduite. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de mettre des antennes pour répéter le signal. Pour la 4G, ça va de 1800 à 2600 MHz. Pour la 5G, ça va de 2100 à 3500 MHz. Les fréquences moins élevées, elles, on va les rencontrer plutôt à la montagne ou à la campagne. La portée sera beaucoup plus importante, mais on pourra faire transiter un volume de données plus faible. Selon les opérateurs, on va se trouver entre 700 et 800 MHz. Bref, pour faire simple, quand on commande une antenne, surtout, il faut être sûr qu'elle couvre toutes les bandes, en France et éventuellement en Europe ou dans le monde. Entre 600 et 3700 MHz, on est bien. Ensuite, il y a les types d'antennes. Lorsqu'on est sédentaire, on monte un mât le plus haut possible avec une antenne directionnelle et on essaie de l'orienter dans la direction d'où provient le signal. Ça, c'est le top. Lorsqu'on est nomade, la solution du mât est un petit peu plus difficile à mettre en place, surtout qu'il faut beaucoup de longueur. Donc, on va plutôt pour des antennes omnidirectionnelles. On les pose de manière fixe et elles captent tous les signaux qui sont tout autour. Le gain de l'antenne, il s'exprime en dBi. Si on en a 6, c'est pas mal. 9, c'est encore mieux. 12, c'est super. Mais encore une fois, bien évidemment, tout dépend du budget. J'ai pour ma part reçu des devis qui allaient jusqu'à 2000 €. Donc à un moment donné, il faut peut-être savoir rester raisonnable. Et le problème pratique qu'on va avoir avec les antennes omnidirectionnelles de type DOM, c'est l'emprise qu'elles ont sur le toit. Dans le cas d'un camping-car ou d'un fourgon, il y a pas mal d'espace sur le toit. Par contre, un petit van comme Manuka, là, ça commence à devenir un peu tendu. Et bien évidemment, plus l'antenne est volumineuse, mieux elle capte. Bon, plus elle est chère aussi. Le routeur, quant à lui, se charge de réceptionner les informations qui viennent de l'antenne et de le
le rediffuser à l'intérieur du van, soit en Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet qui va pouvoir être connecté sur un PC portable par exemple. Je ne m'éterniserai pas sur ce point, les routeurs, il y en a de tous les prix, de toutes les tailles, de toutes les fonctionnalités. Ce qui était important pour moi, c'est qu'il soit léger et compact. Et dernière petite chose qui peut avoir son importance, l'antenne comme le routeur peuvent être 5G ready, c'est-à-dire que quand la 5G va arriver, ils seront fonctionnels. Et dernière petite chose très importante, certaines antennes sont vendues sans câble. Si on veut éviter les déperditions, il faut absolument acheter ce qu'on appelle des câbles ultra qui font 10 mm d'épaisseur et qui ont très peu de déperdition. Et bien évidemment, il faudra faire en sorte qu'on ait un minimum de longueur. Et attention à l'installation, ne surtout pas les pincer ou les torsader. Bon allez hop hop hop, assez causé, on se retrouve au cul du van, vamos al trabajo. Franchement, ça fait trop plaisir ce soleil. Figurez-vous que je reprends les travaux sur Manuka après plus de 3 mois d'interruption. Et franchement, ça me tardait, j'avais hâte de reprendre. La première raison qui est toute simple, c'est que je travaille en extérieur. Et cet hiver, il a vraiment fait un temps exécrable avec des semaines complètes de pluie. Et on a même eu de la neige, ce qui n'est pas si courant en Aquitaine. La deuxième raison, c'est que j'ai passé mon brevet de télépilote de drone, ce qui a été beaucoup plus chronophage que ce que je pensais. Look at this is a baby drone. Mais ça donnera l'occasion d'une petite vidéo sur la chaîne, parce que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. Bon, quoi qu'il en soit, je suis très heureux d'être de retour au travail sous ce beau soleil. On va installer cette fameuse antenne 4G sur le toit du van. J'ai opté pour une antenne aileron de requin de chez Pointing. Visiblement, c'est fabriqué en Afrique du Sud. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. On va trouver bien sûr l'antenne en elle-même, avec 2 mètres de câble, un sachet d'accessoires et une petite notice avec les instructions de montage. Et avant de commander l'antenne, j'ai bien vérifié que les fréquences opérationnelles sont compatibles avec les fréquences que nous utilisons ici en Europe. Pour être tout à fait précis, sous le capot blanc ici, il y a 2 antennes en une et elle est ce qu'on appelle 5G ready, c'est-à-dire que quand la 5G va être déployée en France, cette antenne sera compatible avec les fréquences d'onde de la 5G. J'ai choisi cette antenne parce que sur les fréquences hautes, pour faire simple, en ville, à proximité des agglomérations, je peux avoir un gain du signal qui va se situer entre 4 et 6 dBi. Et pour la campagne, les fréquences plus faibles, pour faire simple, je peux espérer un gain qui va se situer aux alentours de 3,5 dBi. Mais attention, ces gains sont à pondérer parce que le câble qui se trouve au bout de l'antenne provoque une déperdition. Pour faire simple, de 0,5 dBi en moyenne sur toutes les fréquences. Bon, en gros, sans trop rentrer dans la technique, à moins de déployer un mât de 2 mètres de haut au-dessus du van, on va pas s'attendre à des miracles. Sous l'antenne se trouve cette pièce en plastique qu'on va dévisser. On va faire toute l'installation sur le toit du van et ensuite on n'aura plus qu'à la revisser par l'intérieur. Dans les 6 alvéoles qu'on voit ici sous la platine, on peut installer des aimants pour une installation temporaire. Étant donné que je vais effectuer une installation définitive, je vais retirer cette pièce. Par contre, je vais m'en servir pour le traçage sur le toit du van. Et je réutiliserai éventuellement une partie de cette pièce en caoutchouc pour éviter que l'eau vienne s'insérer ici à l'arrière de l'antenne. En ce qui me concerne, je vais juste avoir les quelques millimètres d'épaisseur de la carrosserie à traverser. Je vais donc conserver cette pièce qui est actuellement montée sous l'embase de l'antenne. Elle me convient très bien. Mais pour les personnes qui souhaitent monter cette antenne par exemple dans un camping-car avec une grosse épaisseur d'isolation, on peut très bien remplacer cette pièce par ce prolongateur. Le remplacement se fera très simplement à l'aide de ces 4 vis. Et dernière petite chose concernant cette antenne, elle est ce qu'on appelle omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir capter la 4G quelle que soit la direction par laquelle le signal arrive. Concrètement, lorsque je vais me trouver un spot dans la nature, ce ne sera pas la peine d'orienter le véhicule dans une direction ou dans une autre, c'est l'antenne qui va s'occuper de trouver le signal par la direction où il arrive. Allez, on va pouvoir passer à l'installation. J'ai repéré un espace sur la toiture où je vais pouvoir installer l'antenne. Je vais commencer par faire un bon petit coup de propre. L'antenne devrait pouvoir trouver sa place à l'arrière droit du véhicule, à distance des câbles solaires, mais je vais fermer le toit relevable pour vérifier qu'il n'y a pas de gêne à la fermeture. Et ça se présente plutôt bien en position fermée. Et à l'ouverture du toit relevable, je ne constate pas de gêne particulière, je vais donc pouvoir passer au traçage.
En termes de visuel à l'arrière, ce sera relativement discret. Par contre, ça le sera un petit peu moins côté passager. Et visuellement, c'est côté conducteur que ce sera le plus discret. Par contre, comme on peut le voir ici, je suis absolument pas sur une surface plane. Donc il faudra bien que je sature de colle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration par le dessous. Et je vais réutiliser ici ma platine qui va me permettre de positionner précisément le point de perçage. L'installation de l'antenne, ça c'est fait. On va maintenant pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur du carton d'emballage du routeur. On va trouver en premier lieu 3 antennes. Les 2 antennes qui sont identifiées mobiles sont à connecter directement sur le routeur. J'aurais pu les utiliser directement à l'intérieur du van pour capter la 4G si je n'avais pas installé d'antenne extérieure. Étant donné que j'ai installé une antenne extérieure, je n'utiliserai donc pas ces 2 antennes. On va trouver ensuite un guide de démarrage rapide en anglais que je vais suivre à la lettre. Il y a également une petite fiche d'information sur le RMS, Remote Management System. C'est tout simplement une application qui permet de piloter le routeur à partir d'un smartphone que je n'utiliserai pas pour ma part. On va trouver également un câble Ethernet d'1,50 m qui va permettre de connecter le routeur d'un côté à un PC portable par exemple, comme on le ferait à la maison pour un meilleur débit. On va trouver ensuite un bloc d'alimentation 220 volts avec à l'extrémité une broche qui est vraiment très spécifique au fabricant. Je n'utiliserai pas cette solution 220 volts pour ma part, mais plutôt un petit connecteur que j'ai acheté en option qui va me permettre de me connecter directement sur la batterie en 12 volts. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié que le constructeur propose en option ce câble d'alimentation 12 volts parce que pour la plupart des autres produits que j'ai trouvés sur le net, on est obligé de se connecter à une vilaine prise allume-cigare apparente, ce que je voulais absolument éviter à l'intérieur du van. Ça va donc me permettre d'organiser une alimentation qui sera la plus discrète possible. La seule chose qu'on devrait voir à la fin, c'est le petit interrupteur. Pour le câblage électrique, ça va être extrêmement simple. Je vais utiliser le fil rouge comme positif, le fil noir pour le négatif et les fils vert et blanc vont rester inutilisés. Et à l'autre extrémité, il suffira de connecter la broche dans l'entrée Power. On va trouver ensuite un petit kit SIM avec la clé ici qui va nous permettre de déverrouiller le chariot de la carte SIM et 2 adaptateurs. Et enfin, bien évidemment, le routeur en lui-même qui est extrêmement compact et vraiment très léger. Pour l'alimentation électrique du routeur, je vais utiliser un câble de 1,5 mm2 souple avec 2 brins à l'intérieur, le positif, le négatif, des petits wagos et également un interrupteur pour mettre en route le routeur et l'arrêter quand j'en aurai besoin. Ça a été un critère important pour moi dans le choix du routeur qu'on soit capable de s'y connecter avec un câble Ethernet. En effet, lorsqu'on regarde de la vidéo par exemple, être connecté avec un câble Ethernet plutôt qu'un Wi-Fi, ça améliore vraiment sensiblement la qualité du débit. Et pour l'alimentation 12 volts en provenance de la batterie, je vais pouvoir me reprendre ici sur le câble qui alimentera à terme une prise USB au niveau de la banquette. J'ai fait circuler le câble d'alimentation à l'intérieur d'une goulotte
via la carrosserie pour aller rejoindre la position temporaire de mon petit interrupteur que j'ai identifié ici. L'alimentation électrique du routeur en 12 volts, ça c'est fait. Mais avant de mettre en route le routeur et de le paramétrer, je vais utiliser mon smartphone avec une petite application qui s'appelle Speedtest qui va me permettre de faire un petit test de débit de la 4G à l'extérieur du véhicule. C'est parti, je lance l'application, je me débarrasse de la publicité et sur l'écran d'accueil, je clique sur démarrer tout simplement. Je laisse faire ces petits calculs et à un moment donné, on verra apparaître les débits en download et en upload. Le calcul est terminé. Je vois donc là que lorsque je télécharge des données, quand je regarde une vidéo par exemple, ça se fait à la vitesse de 177 mégabits par seconde et lorsque je vais faire de l'upload, comme par exemple lorsque je cherche à télécharger mes vidéos sur YouTube, je vais avoir une vitesse de 26 mégabits par seconde. Mais attention, il faut quand même tempérer ces résultats, ils sont très bons parce que je me trouve en agglomération. Je suis très probablement pas très loin d'un relais 4G, ce qui explique la qualité des résultats. Je vais effectuer le test une nouvelle fois, mais cette fois-ci à l'intérieur du véhicule en fermant bien toutes les portières. Je relance donc mon test ici à l'intérieur, toutes portes fermées, et on constate logiquement que les résultats sont moins bons, 124 mégabits en download et 20 mégabits en upload. C'est tout simplement pour cette raison-là qu'on met une antenne à l'extérieur et un routeur dans le van pour amplifier le signal qui se trouve à l'extérieur. Et on peut logiquement imaginer que si l'on ferme le toit relevable, les débits vont être encore plus dégradés. Je vais maintenant procéder à la configuration du routeur et ça va se faire sur le PC portable. Avant d'installer le routeur, je vais pouvoir connecter l'antenne Wi-Fi sur le connecteur qui se trouve le plus en haut. C'est cette antenne qui va redistribuer la 4G en Wi-Fi à l'intérieur du van, comme le ferait une box à la maison par exemple. À noter qu'on trouve au dos de l'appareil le nom du réseau Wi-Fi quand on souhaitera s'y connecter et le mot de passe. On peut également utiliser un lecteur de QR code sur smartphone pour effectuer un copier-coller du mot de passe directement sur le smartphone. Pour la connexion avec le câble Ethernet, il faudra utiliser le connecteur qui dit LAN, L-A-N, Local Area Network. Et enfin, on va relier l'antenne aux deux connecteurs qui se trouvent sur le côté, puisqu'on a deux antennes en une. Je vais maintenant insérer la carte SIM sur le côté à l'intérieur du routeur. J'ai un petit forfait actuellement chez Énergie Mobile qui malheureusement ne me permet pas d'avoir une carte SIM jumelle. J'envisage donc de prendre ultérieurement un autre forfait pour les données uniquement cette fois-ci. Et en attendant, je vais utiliser tout simplement la carte SIM qui se trouve à l'intérieur de mon smartphone. Bon, on dirait bien que c'est le moment de vérité, on alimente tout ça, binge! La suite va maintenant se passer sur le PC, sur n'importe quel navigateur internet. On va commencer dans la barre d'adresse ici par taper l'adresse IP 192.168.1.1. Ça, c'est une adresse qui est utilisée par le routeur pour distribuer de l'information vers le PC. Ça se présente pas trop mal puisqu'on arrive sur l'écran d'accueil de Teltonika. On va nous demander de nous connecter. Alors, on va laisser comme username admin et pour le password, on va utiliser admin01, tout en minuscule. Ce mot de passe par défaut, on va le trouver dans le petit guide de démarrage du routeur. On clique sur Login. Ensuite, on va nous demander de changer le mot de passe. Ça, c'est absolument obligatoire. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas aller plus loin. Pour le mot de passe, on va mettre au moins 8 caractères en respectant les contraintes d'avoir au moins une majuscule, au moins une minuscule et au moins un chiffre. Bien évidemment, il ne faudra pas oublier ce mot de passe et le mémoriser pour un usage ultérieur. On clique sur Save. Dans la rubrique mobile, ici, on constate que tout se passe plutôt bien. Ici, on a bien repéré la 4G dans l'état. On voit que la carte SIM est prête à être utilisée. Pour éviter tout souci ultérieur, la toute première chose qu'il faudrait faire ici, c'est de mettre à jour le firmware, c'est-à-dire le logiciel qui est à l'intérieur du routeur. Pour ça, on va aller dans la rubrique Système, ici, et on va aller chercher la section Firmware. Le système est en train d'essayer de détecter ici la version de firmware actuelle. On voit côté gauche ici la version actuelle utilisée par le routeur et à droite on voit qu'il y a une version un petit peu plus récente qui est disponible sur le serveur. On va bien laisser cocher ici le fait de conserver les réglages précédents et on va se mettre à jour ici dans la liste à partir d'un fichier. Dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé hier et je vais pouvoir le récupérer directement sur mon PC. Je clique ici sur parcourir, ce qui va me permettre d'aller rechercher mon fichier. Il s'agit d'un fichier .bin que je sélectionne et ensuite je clique sur Upgrade pour me mettre à jour.
La vérification a été effectuée ici, je peux aller cliquer en bas sur Upgrade. Et j'attends que le système se mette à jour. Voilà, on me demande de me reconnecter à nouveau. On y va pour Admin et mon nouveau mot de passe. Dans cette nouvelle interface, on va aller complètement en bas à gauche chercher la rubrique Système et chercher le Setup Wizard qui va nous permettre de terminer la configuration. Au niveau de la langue, on va rester en anglais parce que le français n'apparaît pas dans la liste. Et au niveau du mode de configuration, ici pour l'instant, on va rester en basique. On va se mettre à jour ici sur la time zone en cliquant sur la petite liste déroulante et on va aller chercher Europe/Paris. Voilà qui est fait et on fait Next pour passer à l'étape suivante. Sur cette deuxième étape ici, on n'aura rien de particulier à renseigner. Je continue avec Next. Sur cette étape-là, on va configurer l'APN. Ça signifie Access Point Name. C'est tout simplement une chaîne de caractères qui identifie l'opérateur de réseau mobile. Ici, la configuration se fait en automatique. J'ai le ON qui est actif. Et je vois une chaîne de caractères ici qui me fait penser ici à Fnet, alors F probablement pour la France, et à la fin je trouve énergie. Ça semble être très bien ça, c'est-à-dire qu'il a repéré automatiquement mon opérateur qui est énergie mobile. Mais on peut aussi accéder à un site que je vous montrerai ensuite qui donne la liste des APN par pays. On pourrait donc désactiver le off ici, aller sur The Custom et puis donner la chaîne de caractères ici dans la zone Custom APN. Pour l'instant je laisse sur On puisque cette chaîne de caractères me semble tout à fait correcte. Et on continue avec Next. Sur cette étape-là, on nous parle de la configuration de la Wi-Fi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du van, quand j'aurai besoin de me connecter à la Wi-Fi qui est délivrée par la box, c'est ce nom-là qui va apparaître. Je peux très bien ici le modifier. Je vais mettre Wi-Fi_Manuka par exemple. C'est donc ce nom de Wi-Fi qui va apparaître lorsque j'aurai envie de me connecter au routeur à l'intérieur du van, à partir de mon smartphone ou de mon PC. Et j'ai la possibilité ici, en cliquant sur le petit œil, de modifier le mot de passe également. Parce que vous voyez que ici, c'est le mot de passe qui était proposé par défaut. On le voyait apparaître sur l'arrière de l'appareil. Je vais donc modifier ça pour le mettre à mon goût. Je continue avec Next et on arrive sur une section ici qui s'appelle RMS Settings qui concerne le fait de pouvoir piloter le routeur à partir d'une application sur smartphone. Dans mon cas, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est une application qui est payante et qui est visiblement assez chère, donc je vais le rendre disabled, inactif. Ma configuration est terminée, je peux cliquer ici sur Finish. Me voilà de retour sur l'onglet Statut et je vois que ma connexion est bien active ici. J'ai ma connexion 4G qui est en train de travailler sur Cdiscount mobile. J'ai actuellement une carte SIM qui est insérée à l'intérieur du système et je vois apparaître un petit peu plus bas le nom de mon Wi-Fi personnalisé que j'ai modifié tout à l'heure. Bon, youpi, ça a l'air de marcher. Je me suis réfugié à l'intérieur du van et j'ai fermé toutes les portières. Je vais essayer de lire une petite vidéo sur YouTube pour voir si ça tourne. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Eh ben, ça a l'air de se présenter pas trop mal. On pourrait aller lire une petite vidéo chez Manuka, par exemple. Bon, impeccable, ça marche vraiment très bien. Alors, il y a une autre chose éventuellement que j'aurais souhaité faire, c'est tester le débit maintenant à partir de mon câble Ethernet. Pour ça, je vais sur speedtest.net, je clique sur Go et on va voir ce que ça donne. Il faut lui laisser un petit peu le temps de travailler et on se retrouve donc avec 17 mégabits en download et 26 en upload, sachant que je suis actuellement en agglomération et les débits sont plutôt corrects. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais compléter ce test avec un test en pleine pampa au milieu de la nature. Ça me permettra de vérifier que l'antenne fait vraiment bien son travail. Et le dernier test que je vais faire, c'est vérifier sur mon smartphone que la Wi-Fi est bien distribuée à partir du routeur à l'intérieur du van. Pour ça, je vais aller activer la Wi-Fi. Normalement, je devrais voir les différents réseaux qui apparaissent. Magnifique. Ici, j'apparais comme déjà connecté parce que j'ai déjà saisi mon mot de passe. Je retourne maintenant sur Speed Test pour tester les débits. Je me retrouve avec, on va arrondir à 12 mégabits en download et 18 mégabits en upload. Ce qui est tout à fait correct. C'est un petit peu moins bien qu'avec le câble Ethernet. Bien évidemment, je vais tester ça à l'usage dans différentes configurations et je ne manquerai pas de vous tenir informé pour vous dire comment ça évolue tout ça et si je suis content de mon installation. En tous les cas, la Wi-Fi, ça marche. Trop content. Il est à noter également que les LED qui se trouvent ici sur le côté du routeur indiquent la qualité du réseau. Et me voilà comme prévu, isolé sur la côte, en plein milieu des pins, ce qui m'a valu d'ailleurs une magnifique balade de 2 heures cet après-midi sur la plage. Because now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you
réseau n'est pas aussi dégradé que ce que je pensais néanmoins, puisque j'ai encore 3 barres sur la 4G sur mon smartphone. Je vais néanmoins tester les débits en partage de connexion à partir de mon smartphone sur le PC ici à l'extérieur. Je ferai la même chose à l'intérieur du van et je comparerai ensuite avec l'utilisation du routeur, toute portière fermée. Eh bien, je suis globalement assez satisfait des tests que j'ai pu faire ici en pleine nature. En partage de connexion avec le smartphone sur le PC, j'avais à l'extérieur 45 mégabits qui sont tombés à 14 mégabits à l'intérieur du van, c'est-à-dire quasiment 3 fois moins. À l'intérieur, avec le routeur cette fois-ci et le câble Ethernet, on était monté à 49 mégabits. On a gagné 4 mégabits par rapport à l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur du van, le routeur diffuse une Wi-Fi à hauteur de 23 mégabits par seconde, ce qui est tout à fait honorable. Et je suppose que les résultats pourraient être d'autant plus significatifs avec un réseau encore plus dégradé. Mais ça, je ne manquerai pas de vous faire un retour d'expérience dans une future vidéo. Et bien voilà, cette petite vidéo sur la 4G se termine, j'espère qu'elle vous aura été profitable. Bien évidemment, je n'ai fait ici que présenter la solution que j'ai jugée la plus adéquate en fonction de mes besoins, mais n'hésitez pas à dire en commentaire la solution que vous avez adoptée, comme ça toute la communauté pourra en profiter. En attendant la suite de l'aménagement sur Manuka, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à partager le lien de cette vidéo à vos proches pour faire connaître la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler de l'e-peigne, et d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas de kiffer la life!
c'est la quantité d'ondes électromagnétiques qui est susceptible de... Bon, quoi qu'il en soit, je suis très de retour, je suis de retour. Et l'inconvénient de la Wi-Fi, c'est qu'elle est de faible portée. Dès qu'on signale clap de synchro. Je relance donc. Les ondes ont tendance à arriver. C'est la vidéo. Vive la pub. Trop bien la pub. Dès qu'on s'éloigne du hotspot, et ben on capture. Passez causé, on se retrouve au cul du van. La Wi-Fi, c'est un signal provenant d'un hotspot. En attendant, ben, je profite du chant des oiseaux. Musica, publicidad. Check it up, J'adore le printemps, c'est trop bien. Chant des oiseaux. C'est une sorte de renaissance. Fifi Wi-Fi, trop content.